Merci beaucoup Maria, merci à vous d'être venu. Merci au Cercle généalogique Poitevin de m'avoir invité à venir développer ce sujet. Alors, nos ancêtres et la guerre de 1870, le titre que j'ai choisi vous indique déjà que je vais aborder ce conflit sous l'angle des individus, de nos ancêtres pris dans cette tourmente, mais donc à travers le regard du généalogiste. Je ne vais pas aborder la guerre de 70 en historien, avec une vue surplombante des événements qui ont scandé ce conflit. Pour ça, vous le savez, enfin certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé à travailler sur le sujet dans le cadre du 150aire. Enfin, je sais que le CGP, comme d'autres associations et d'autres cercles, ont travaillé sur le projet d'indexation, enfin excusez-moi, je ne trouve plus mes mots, de recensement, merci beaucoup, merci Sandrine, de recensement, voilà le mot que je cherchais, de recensement des morts de la guerre de 70. Donc ils ont déjà une certaine connaissance du contexte, etc. Mais très rapidement, évidemment, vous avez énormément d'ouvrages qui ont plus ou moins anciens, plus ou moins récents, qui ont été écrits sur le sujet. Très rapidement, bien sûr, l'une des références, c'est l'ouvrage de François Roth sur la guerre de 70. Vous en avez une quantité, bon, par exemple les ouvrages d'Henri Ortolan, sur les différentes armées. Petite parenthèse, j'ai mis à disposition sur le site de Généa Event, sur le portail de Généa Event de la Fédération française de généalogie, une liste d'ouvrages de référence sur ce sujet, plus longue que celle que je présente aujourd'hui. Mais le point juste, très rapidement, que je voulais souligner, n'oublions pas non plus des ouvrages un peu plus anciens qui sont, enfin, à mon sens, extrêmement intéressants parce que c'est un autre point de vue, une autre façon d'aborder les choses. Et par exemple, la série des ouvrages de Paul et Victor Margueritte, vous le savez sans doute, Paul et Victor Margueritte, les écrivains, étaient les fils du général Margueritte. Le général Margueritte qui a été tué à Sedan. Donc ils ont fait toute une série et ils ont fait une série de 4 ouvrages sur cette période, c'est romancé, mais les profils des personnages, vraiment, enfin, bon, de toute façon, ce sont des écrivains naturalistes, donc il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, si on remonte un peu plus vers les acteurs de la guerre, vous avez quantité d'ouvrages sur Gallica, par exemple, des ouvrages qui ont été écrits par d'anciens combattants. Alors bien sûr, c'est très subjectif. Bien sûr, c'est un point de vue qui n'est pas un point de vue d'historien. Ce sont, comme toujours, quand les gens racontent leur expérience, c'est vu par le prisme de ce qu'ils ont vécu, voire même par le prisme de leurs opinions politiques. Et Dieu sait si cette guerre a eu des conséquences sur l'organisation de notre pays, sur les choix qui ont suivi. Mais moi, du point de vue du généalogiste, à la recherche de l'individu et de son expérience, de ce vécu, je trouve que ces ouvrages sont extrêmement intéressants. Et une fois encore, on les trouve sur Gallica, enfin on en trouve beaucoup sur Gallica. Là j'ai juste donné cet exemple, ces 2 exemples avec... oui, on les voit mal. Gustave Fautras, par exemple, qui était un instituteur d'Orléans, qui est parti en captivité en Allemagne. Bon, inutile de dire qu'il a vécu une mauvaise expérience et qu'il a une vision très négative de l'Empire allemand, mais c'est intéressant dans le détail. Notamment, il donne des listes, etc., dans son ouvrage, des villageois qui ont été aussi
rafler, même si le mot n'est pas employé à l'époque, mais en même temps que lui, pendant cette période du siège d'Orléans. Bref, voilà. Voilà pour quelques références. Et puis, bien sûr, si, un ouvrage capital, le guide, la deuxième édition du guide que j'ai écrit pour les éditions Archives et Culture. Voilà, donc là, c'est un petit guide de recherche vu sous l'angle vraiment du généalogiste. C'est très pratique, c'est très concret. Et l'exposé que je vais faire aujourd'hui prend sa source dans ce travail. Alors, je vous ai dit que je n'allais pas développer l'aspect historique au sens strict de ce conflit. Mais enfin, très rapidement, là encore, je crois qu'il est nécessaire de rappeler les grandes étapes. Une guerre de 6 mois, alors, vu de notre point de vue aujourd'hui, au XXIe siècle, on se dit 6 mois c'est court, surtout quand on considère la Grande Guerre, 4 ans de guerre, etc., ou voire même d'autres conflits qui se sont enlisés. Mais ce sont 6 mois qui ont vraiment bouleversé, qui ont marqué nos ancêtres, nos familles. 6 mois qui ont impacté tous les Français d'une façon ou d'une autre, pas seulement les combattants, bien entendu. D'un point de vue géographique, bon, vous savez que la guerre s'est concentrée dans un premier temps à l'est du pays. Tout se passe pendant cette première phase plutôt en Lorraine, et ça va se terminer à Sedan. C'est vraiment la première phase du conflit entre le déclenchement de la guerre. D'ailleurs, la déclaration de guerre ne correspond pas tout à fait au début des hostilités. Les belligérants ont mis un certain temps, et il a fallu attendre le mois d'août avant d'entrer en guerre. Mais voilà, tout se termine, vous le savez, le 2 septembre à Sedan. Et cette guerre, on a tendance à considérer qu'elle est menée par l'armée régulière. C'est vrai, elle est menée par l'armée impériale, l'armée de Napoléon III, donc, mais ne faisons pas l'erreur. Je me souviens la première réunion du comité associatif réuni par le Souvenir français, le comité associatif qui avait été créé à l'occasion des futures commémorations du 150e de la guerre de 70, et puis la pandémie est arrivée là-dessus, et vous savez que beaucoup de choses ont changé. Et dans cette réunion, quelqu'un a affirmé d'un ton péremptoire, enfin, le genre de ton... On ne va pas couper la parole et on ne va pas contredire l'intervenant, mais il disait, bon, la grande différence entre la guerre de 70 et la guerre de 14, c'est qu'en 14, c'est tous les Français qui ont combattu, qui ont été mobilisés, alors qu'en 70, c'est une armée de métier. Non, c'est faux. L'armée régulière, cette armée impériale qui combat en août et début septembre jusqu'à Sedan, qui combat contre les forces coalisées allemandes, eh bien c'est une armée, bien sûr qu'il y a des engagés volontaires, bien sûr que l'encadrement, ce sont des militaires de carrière, mais elle est basée aussi sur la conscription. On a quantité de conscrits dans cette armée impériale. Et le comprendre, pour nous généalogistes, c'est déjà avoir une idée de la façon dont nous allons mener nos recherches sur ces combattants de la guerre de 70. Voilà, donc ça c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, après Sedan, tout aurait pu s'arrêter. D'ailleurs, l'idée était dans l'air, et les Prussiens pensaient bien qu'on n'allait pas s'en remettre. Sauf que non. La France continue la guerre avec le gouvernement sous l'impulsion du gouvernement de la Défense nationale, et là nous avons grosso modo, enfin les fronts se dispersent
avec surtout les 2 armées de la Loire, mais aussi une armée du Nord, où il y aura des combats, bien sûr, dans cette région, et puis l'armée des Vosges, l'armée de l'Est, armée des Vosges, qui va, ce sont ces troupes qui vont, à la fin de la guerre, passer en Suisse, les Bourbakis, qui passeront en Suisse avec ces épisodes dramatiques qu'on connaît, et avec au centre l'objectif des Allemands, puisque ce sont des Allemands, les Prussiens mènent la danse, mais ce sont des forces coalisées, l'objectif, le siège de Paris, et l'idée de casser ce siège, idée qui n'aboutira jamais, puisqu'on connaît l'issue de ce conflit. Cette phase de la guerre, cette deuxième partie de la guerre, là aussi il faut l'avoir à l'esprit, parce que nos recherches en sont impactées. Elle est menée par des troupes un peu différentes. Bien sûr, il y a les débris de l'armée impériale, bien que la plupart des effectifs aient été faits prisonniers. Les prisonniers, c'est une quantité phénoménale, hein, 120 000 prisonniers à peu près à Metz qui partent en Allemagne, plus de 80 000 prisonniers à Sedan qui partent en Allemagne, etc. Néanmoins, il y a quelques débris, mais surtout, on va se retrouver avec des troupes issues de la garde nationale mobile, qui va s'illustrer pendant cette deuxième phase de la guerre, et puis des corps francs, moins nombreux, mais qui vont aussi s'illustrer dans cette phase, avec une sorte d'amalgame entre des reliquats de troupes régulières, des soldats de la garde nationale mobile, des corps francs qui vont plutôt travailler comme éclaireurs ou sur les arrières de l'ennemi, mais qui vont aussi parfois combattre en ligne avec les autres troupes qui constituent ces armées françaises. Et en plus, pour couronner le tout, un hiver particulièrement rigoureux, des conditions difficiles, un mauvais équipement. Enfin voilà, beaucoup de raisons qui peuvent expliquer notre défaite, mais qui, et on y reviendra, qui plaident dans l'esprit des anciens combattants et de beaucoup d'autres pour un acharnement assez héroïque de la part des Français dans ce conflit. Les anciens combattants avaient tendance à dire bon, d'accord, la France a perdu, mais nous avons fait notre devoir et presque nous avons gagné, quoi. En tout cas, on a sauvé l'honneur. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Autre composante de l'armée à laquelle on ne pense pas d'emblée et qui concerne peut-être nos familles, le rôle des marins et de l'infanterie de marine pendant ce conflit. Rôle capital, enfin très important, puisque le projet initial, les projets initiaux avant-guerre qui avaient été conçus dans les états-majors et qui étaient fort intéressants, hein, qui étaient plein de logique, notamment le projet de débarquement en Allemagne, n'a pas eu lieu, on le sait. C'était réalisable quand même, hein, c'était pas fou. Mais on s'est retrouvé avec des équipages de la flotte et avec des troupes d'infanterie de marine inemployées et qu'on a eu le temps d'acheminer. Alors, pour l'infanterie de marine, on le sait très bien, puisque une partie de l'infanterie de marine s'est illustrée à Sedan. Bazeille, c'est l'infanterie de marine. Hein. Et puis, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps d'être acheminés, et donc pour partie l'infanterie de marine et puis surtout les équipages de la flotte, eh bien ces hommes vont mettre leur expérience au service de la défense des places fortes, en particulier Paris, mais pas seulement, puisque ce sont eux qui vont servir l'artillerie, en général l'artillerie de défense
des places fortes. Et voilà, donc la marine qui a joué un rôle très important, qui est une composante importante sur Terre pendant ce conflit. Bon, et puis on arrivera de toute façon à la fin, qu'on connaît tous, avec cette reddition absolument dramatique. Dans tout ça, j'espère que déjà je vous ai un peu convaincu, le brassage des troupes fait que nos familles, alors on parle de quoi? De la génération, selon l'écart des générations dans nos ascendances respectives, on parle de la génération de nos arrière-grands-parents ou de nos arrière-arrière-grands-parents. Donc nos arrière-grands-parents, potentiellement, il y a déjà, quand on parle de nos 8 arrière-grands-parents, il y a 4 hommes. Il y en a le double à la génération d'avant. Compte tenu du fait que beaucoup d'hommes ont été mobilisés, beaucoup de classes d'âge, hein, j'ai fait cette petite anecdote en commençant à propos de quelqu'un qui avait dit que c'était uniquement l'armée de métier qui avait combattu en 70. Non, pas du tout. Ce sont des Français. Et des Français, il y a un peu la même idée que vous avez rencontrée quand vous avez travaillé sur la Grande Guerre, sur 14-18. Plus le conflit avance, moins on est regardant sur des critères qui ne passaient pas au début. La taille, des petits soucis de santé, etc. Et d'ailleurs, il y a même un élan national. Les hommes se portent volontaires. Beaucoup n'essayent pas du tout de se soustraire à ces nouvelles obligations, puisque vous voyez, par exemple, ça c'est une affiche qui doit dater de septembre-octobre, appel des célibataires et veuves sans enfants, des classes 1865 et 1866. Donc là, 1865, on est déjà avec des hommes qui sont nés en 1845. Mais on va élargir l'appel et on va se retrouver avec... là, il faut que je consulte mes notes. Même si au début on ne parle que des classes, alors là cette affiche elle est particulière, mais si dans un premier temps la mobilisation porte sur les classes 1863 à 1870, on va l'étendre aux classes antérieures jusqu'aux hommes âgés de moins de 35 ans. On se retrouve avec des hommes qui potentiellement, avec nos ancêtres, qui pourraient être nés en 1836. Voilà. Donc on a vraiment un champ très élargi, sans compter tous ces hommes qui n'étaient plus en âge de se battre, qui ne sont pas retenus dans la garde nationale mobile, mais qui vont monter ou qui vont, de leur propre initiative, des corps francs, pour justement prendre part à la défense nationale. Bon, donc le fait de se dire, si vous n'avez pas d'indice dans votre généalogie, une médaille qui a été conservée ou quelque chose qui vous fait penser d'emblée que vous avez un ancêtre qui a combattu en 70, néanmoins, dites-vous qu'il y a de fortes chances pour que dans ces générations-là, vous ayez un ancêtre qui a été concerné à l'un ou l'autre titre, conscription, levée des mobilisations des autres classes, appel dans la garde nationale mobile, etc. Eh bien, si vous vous en donnez la peine, vous verrez qu'il y avait plus d'anciens combattants de la guerre de 70 dans vos généalogies que vous ne le pensiez en commençant. C'est moins évident que pour 14-18, où là, on a les récits relativement proches de nous. On a les témoignages, on sait que, parce que notre grand-mère nous a dit que le grand-oncle était à Verdun, etc. Donc là, quand nous avons commencé nos recherches, enfin, je pense les uns et les autres, tout le monde a travaillé au moment des commémorations de 14-18. Il y a eu quand même un grand élan avec
la grande collecte, etc. Et puis toute cette numérisation massive de fonds d'archives, Mémoire des hommes, etc., qui a été créée. Mémoire des hommes est née au moment des commémorations de 14-18. Bon, là, on avait des pistes. On ne se jetait pas comme ça, tête baissée, on savait que forcément quelqu'un... Pour 70, c'est peut-être moins évident, mais dites-vous qu'en fouillant un peu dans vos généalogies, vous allez les trouver, ces hommes. Enfin, si vous voulez vous en donner la peine, évidemment. Chacun fait comme il veut. Alors, les indices, on les verra dans le courant du développement. On va procéder, comme je le fais souvent quand je parle de profil militaire. On va opérer une grande division. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être, oui, mais moi je ne sais pas, je n'ai pas d'indice. Bon, on va voir, on va traiter les choses, les problèmes les uns après les autres. Nous allons aborder différemment la recherche sur un profil d'officier et sur un profil de quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui ne l'est pas, c'est quoi? C'est un sous-officier ou un homme du rang. La recherche d'un officier est toujours bien plus facile que la recherche d'un homme du rang ou d'un sous-officier. La recherche d'un officier nous conduit d'emblée au service historique de la Défense, au château de Vincennes, dans des séries d'archives qui correspondent à des dossiers individuels classés dans l'ordre alphabétique des titulaires de ces dossiers. Donc c'est la recherche rêvée, c'est la recherche la plus simple qui puisse exister, puisque vous allez donc diriger vos pas, alors, dans un premier temps, peut-être virtuellement. Là, je ne m'avance pas trop parce que tous les inventaires ne sont pas encore en ligne sur le site internet du service historique de la Défense. Mais bon, que ce soit de façon virtuelle, si par bonheur nous avons les inventaires qui nous intéressent en ligne, mais de toute façon, ces inventaires, il faudra que vous avez la possibilité d'aller les consulter sur place, et de toute façon, il faudra vous déplacer pour aller consulter le dossier individuel de l'officier, puisque ces documents n'ont pas été numérisés et ne le seront probablement pas avant bien longtemps. Donc, une recherche part dans des index alphabétiques. Alors, la sous-série GRYE, elle est divisée en tranches chronologiques, mais ça, c'est bête comme chou. Il suffit de prendre la tranche chronologique qui vous intéresse. Ça n'est pas une affaire. YD, ce sont les officiers généraux. Et CC7, ce sont les marins, les officiers de marine, puisque je vous ai parlé des marins. Et toute cette recherche-là, toutes ces recherches se passent à Vincennes. Et là, vous aurez le parcours complet du personnage dans un dossier. Alors, comment je suis mis sur la piste, comment je sais que mon ancêtre était officier, ça, c'est comme toujours. Quand je fais de la généalogie, je suis mis sur la piste par une information que j'ai trouvée soit dans un acte d'état civil, parce qu'on va dire que le personnage est ancien chef de bataillon, capitaine à la retraite, ou que sais-je. Voilà. Ou alors peut-être que vous aviez un document familial, une lettre, une correspondance qui vous aurait mis sur la piste. Pensez aussi qu'un homme qui a pu faire la guerre de 70 étant jeune, s'engager dans l'armée à la faveur de la guerre de 70, continuer une carrière militaire et peut-être, d'adjudant, devenir officier et terminer peut-être capitaine dans les années 1880. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit assez ouvert en se disant, bon, voilà,
ce qui m'intéresse, c'est de reconstituer son parcours militaire, mais peut-être qu'il n'était pas officier au moment de la guerre de 70, mais qu'il a fait une carrière dans l'armée, et que cette carrière l'a conduit à devenir officier. Donc je dirais presque que la vérification, pour peu que les inventaires soient en ligne, c'est toujours intéressant d'aller faire une petite vérification. Voilà, pour cette minorité qui constitue l'encadrement de l'armée. Mais la grande masse des combattants, elle est constituée par les simples soldats, par les hommes du rang, et par ceux qui les encadrent directement, les sous-officiers. Et pour eux, pas de dossier individuel de carrière à Vincennes. Donc là, on va reprendre à la base un processus de recherche qui sera conditionné aussi par les informations que nous pouvons avoir. Ce personnage était-il dans l'armée régulière? Était-il dans la garde nationale mobile? Ou a-t-il combattu dans les corps francs? Là, ça sera encore une fois au détour, par exemple, d'un acte d'état civil, parce que ça sort pas, enfin je trouve pas ça dans le mar de café. C'est vraiment une information qui, par exemple, savoir que quelqu'un a servi dans un corps franc, c'est soit avoir trouvé un acte de décès au cours, justement, au cours de ces dépouillements là, qui ont eu lieu, dans lequel on me dit que le soldat qui a été tué servait dans tel corps franc. Garde nationale mobile, pareil, il faut que j'ai un indice. Alors, les registres de matricule aussi bien, les gardes nationales mobiles. Voilà, vous avez parfaitement raison. C'est bien, et donc, puisque, même si j'ai à l'esprit ces trois hypothèses, ces trois grosses hypothèses sur la façon dont a pu servir l'ancêtre pendant ce conflit. Néanmoins, je vais revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, ce sont les archives du recrutement militaire. C'est comme ça que je vais réussir à pister le personnage. Je vais revenir, la plupart du temps, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de... J'appuie pas sur un bouton et j'ai la réponse tout de suite. Je vais reprendre la logique que nous avons connue quand même avec la guerre de 14 et la fiche matricule, mais cette fois-ci quand même avec peut-être un peu plus de difficultés, puisque selon la classe d'âge à laquelle appartient mon ancêtre, eh bien, je vais le retrouver avec la logique du bureau de recrutement, plusieurs bureaux par département, vous vous en souvenez? Alors, c'est vrai que du fait de l'indexation des fiches matricules pour les classes qui ont combattu dans la Grande Guerre, le travail nous a été mâché et on n'a plus l'habitude de se poser la question du domicile du jeune homme dans l'année de ses 20 ans. Bien, à partir de 1867, l'organisation du recrutement se fait par bureaux de subdivisions militaires qui vont perdurer jusqu'au XXe siècle. Et les archives du recrutement militaire sont conservées en série R des archives départementales. Pour le coup, je ne vais pas à Vincennes, je vais aux archives départementales. Enfin, je consulte des archives qui parfois sont numérisées, parfois ne le sont pas. Avant les réformes de la loi Niel 1867-1868, qui ont été mises en vigueur juste avant la guerre, en fin de compte, eh bien, la logique du recrutement n'est pas par bureau de subdivision, mais par liste du contingent départemental. C'est là où je vais un petit peu... c'est là où je dois être vigilant et adapter mes recherches selon la période, adapter mes recherches aux différents cas de figure. Sauf que j'ai une chance, c'est que ça se passe au même endroit. Ça se passe dans les fonds conservés par les archives départementales du lieu où a été recensé
militairement le jeune homme dans l'année de ses 20 ans. Voilà. Donc, mon idée de base, c'est de localiser mon ancêtre à cette époque-là, dans tel département, et ensuite je vais mobiliser tel ou tel type d'archives. Et parfois, comme les choses seront un peu plus compliquées, il sera parfois impératif de revenir à la toute première étape de ce processus de conscription. Et la toute première étape, ça se passe dans la commune, avec le recensement communal. Ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est peut-être là que je vais trouver le premier indice. Parce que, en fin de compte, le jeune homme et le maire de sa propre initiative, le maire de la commune, a enregistré le jeune homme sur cette liste, mais en fin de compte, il réside ailleurs, ou voire même son domicile a été transféré ailleurs. Et moi, je ne le retrouve pas dans ma généalogie, je ne le retrouve pas dans mes recherches. Et c'est dans cette première étape que peut-être je vais avoir l'indice qui va me mettre sur la bonne voie. Liste cantonale. Et ensuite, liste du contingent qui me donnera l'unité dans laquelle a été affecté le conscrit. Et là, je pourrais... Mes recherches ne sont pas finies, loin de là, ça ne fait que commencer. Et là, je pourrais prétendre essayer de reconstituer son parcours pendant cette guerre. Alors, les documents, je vous disais, les documents sont un peu différents dans leur aspect, dans leur forme. Des documents que nous avions l'habitude de consulter pour 14-18, avec ce modèle de fiche matricule qui tient sur une page, et d'ailleurs qui n'avait pas été dimensionné pour un conflit auquel personne n'avait pensé. Et vous l'avez souvent vu, je pense, des petits morceaux de papier qui sont collés parce que, en 4 ans de guerre, de changement d'affectation, de multiples blessures, etc., il a fallu rajouter beaucoup d'éléments. Cette fois-ci, nous allons avoir sous les yeux des registres avec des notices qui s'étendent sur la page de gauche et sur la page de droite, qui concernent le même individu. Ces registres ont été parfois numérisés par certains départements qui ont étendu leur travail. Alors là, par exemple, on est dans le Gers. Ce n'est pas le seul département à avoir étendu la numérisation bien en amont des classes qui ont été mobilisées en 14-18. Donc on a la chance de pouvoir travailler sur ces registres du contingent départemental. Mais voilà à quoi on aura affaire. Alors là encore, avec des annotations qui s'empilent les unes sur les autres, dans des cases qui n'étaient pas forcément destinées à cet usage, mais où eh bien, il faut bien noter les différentes étapes du parcours du personnage. Alors, ne prenons pas les cases, l'intitulé des cases au sens strict, mais soyons très attentifs avec notre bloc-notes, enfin je ne sais pas, chacun travaille comme il le veut, avec des feuilles quadrillées ou quoi, mais quand je lis ces notices matriculaires dans une liste du contingent, de bien rétablir la chronologie qui était peut-être évidente pour le commis aux écritures du bureau du recrutement de l'époque, mais qui est peut-être un peu plus obscur pour nous. Et de bien rétablir cette chronologie, voilà, un tel est arrivé au corps à telle date, comme conscrit de telle année, bon, youpi, c'était bien ce que j'avais diagnostiqué, et puis après suivre les étapes, puisque peut-être que je vais découvrir qu'en septembre-octobre, le personnage part en captivité en Allemagne, qu'il est réaffecté à sa sortie de captivité. D'ailleurs, peut-être qu'il fera partie des régiments qui ont été constitués à la hâte pour aller réprimer la Commune de Paris. Les Allemands rendant des soldats à la France pour constituer des régiments tout neufs pour aller combattre les communards. Voilà, il va falloir que je prenne toutes ces petites lignes et ces pattes de mouche, encore ça, c'est pas la pire des notices, pour essayer de faire ma chronologie. Et ensuite, eh bien, je vais essayer de consulter, enfin, non, vous allez le faire, on n'essaye pas, on va le faire,
en fonction des informations trouvées, nous allons, cette fois-ci, aller à Vincennes, au service historique de la Défense, pour consulter les registres des régiments en question, pour en apprendre plus. Là, j'ai un résumé, dans ces archives de la série R, j'ai un résumé, j'ai les jalons fondamentaux. Je ne serais pas allé le chercher, lui, au 118e régiment d'infanterie. Il faut qu'on me le dise. Il faut qu'un document me le révèle. À moins que j'ai la chance d'avoir des papiers de famille. Mais c'est très rare qu'on ait un livret militaire de cette époque-là au fond d'un tiroir. Il y en a, certains peuvent en avoir. Mais la plupart du temps, il faut que je reconstitue ce parcours. Première étape, donc série R, voilà. Et ensuite, ma recherche n'est pas finie. Je vais à Vincennes pour essayer d'en apprendre plus sur le parcours au sein de ce régiment, le parcours de mon ancêtre. Et quitte après à travailler sur le contexte dans des documents beaucoup plus généraux qui vont me donner, là, je suis parti de l'individu, je trouve son unité, déjà qui me donne une idée du parcours, et cette unité, eh bien, elle fait partie des grandes unités, des corps d'armée, des armées, toutes avec des destins plus ou moins chaotiques, on l'a vu, surtout à partir de septembre, entre la Loire, les Vosges, l'Est, le Nord. Là, je pourrais peut-être avoir vraiment écrire la biographie de mon ancêtre, véritablement, et avoir à la fois le parcours individuel et le contexte, qui peut être très différent d'une compagnie à une autre, au sein d'un même régiment d'ailleurs. Pour les hommes affectés à la garde nationale mobile, eh bien, c'est exactement la même chose. Je suis toujours là, dans la série R, pour avoir mes premiers éléments, les premiers indices qui vont me guider. Je suis dans la série R avec cette collection double, à la fois la liste du contingent départemental qui est affecté dans l'armée régulière, disons ça, et puis des gens de la même classe d'âge, mais qui sont affectés dans la garde nationale mobile. Alors, quand je ne sais pas, et là nous sommes partis tout à l'heure, on a bien vu que sans information préalable, tirée d'autres documents, on ne sait pas. On ne sait pas si le jeune homme a été affecté dans la garde nationale ou dans l'armée régulière. Eh bien, pour une même classe d'âge, voilà, je vais consulter les deux registres. Si je le trouve dans la première liste, tant mieux. Eh bien, si je ne le trouve pas, je le cherche dans la deuxième liste. Voilà, ce n'est pas le bout du monde. Dans le doute, si je ne l'ai pas trouvé affecté dans un régiment d'infanterie, bien, je consulte dans la série R les archives de la garde nationale mobile. Sauf que la suite de l'histoire sera un peu différente. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, ah voilà, j'ai trouvé, il a été affecté dans un régiment d'infanterie, hop, je cours, je prends mon TGV pour Paris et je vais au château de Vincennes pour consulter le registre du corps. En ce qui concerne la garde nationale mobile, c'est un peu différent puisque la gestion se faisait au niveau départemental. La garde est organisée au niveau départemental. Donc, je vais peut-être compléter utilement ma recherche déjà au niveau départemental en continuant dans les archives qui peuvent être disponibles en série R sur la garde nationale mobile. Là, j'ai la confirmation que ce garçon a servi, bon, on arrive à lire ni vous ni moi, même moi à l'écran, je ne sais plus dans tel bataillon. Je vais d'abord consulter la série R pour voir si les archives de la série R sont conservées avec plus de détails, puisque ça c'est simplement, voilà, telle date, il est incorporé, il sert jusqu'à telle date. Je regarderai si en série R nous avons des registres de contrôle
ou des feuilles de contrôle, des feuilles nominatives, qui pourront me permettre de glaner quelques petites informations supplémentaires. Et puis, sachez quand même que la Garde nationale mobile, que des archives de la Garde nationale mobile sont quand même aussi conservées à Vincennes, au service historique de la Défense. Et là, je rechercherai dans la série qui est dévolue à la guerre de 70 au service historique de la Défense, dans la série LGRL, puisque le service historique de la Défense comprend à la fois les archives de la Marine, les archives de l'armée de terre, etc., la gendarmerie. Donc il y a un préfixe GR pour les archives de l'armée de terre. Et voilà, donc on pourra compléter les parcours. Et puis là aussi, en faisant appel à des ouvrages généraux, puisque là maintenant je sais précisément qui il a servi dans tel bataillon de la Garde nationale mobile, etc. Et je pourrais pratiquement le suivre pas à pas, en suivant le corps, en suivant l'unité, en me disant, voilà, c'est un élément, il est là avec les autres, puisque je le retrouve à telle période et qu'il a été rendu à la vie civile à tel moment. Ou au contraire, à tel moment, il a été fait prisonnier et il a été envoyé en Allemagne. Voilà. Le cas de figure le plus compliqué restera le cas des francs-tireurs, puisque les archives des corps francs, pour le coup, sont très inégales. Les corps francs s'organisaient tout seuls. Bien sûr qu'ils devaient rendre des comptes au gouvernement. D'abord, le gouvernement autorisait la formation. Mais les obligations administratives d'un corps franc n'étaient pas celles de l'armée régulière, ni celles de la garde nationale, mobile ou sédentaire d'ailleurs. Donc certaines unités tenaient à l'image de l'armée régulière, tenaient des listes nominatives, ne serait-ce que pour avoir une saine gestion des effectifs. D'autres étaient un peu plus laxistes. Et puis surtout, compte tenu de cette guerre vraiment pleine d'aléas et de mauvaise fortune, les archives ont souvent en ont pâti et n'ont pas été conservées. Les fonds qui sont conservés au service historique de la Défense sur les corps francs, ce sont des archives qui ont été constituées a posteriori, pour justifier justement. C'est un peu comme... et l'analogie n'est pas... l'analogie est assez pertinente hein, avec les unités FFI en 44-45 et les titres d'homologation qui sont venus après la guerre, avec la reconstitution justement des listes, etc., des effectifs. Et d'ailleurs, vous constaterez que souvent les FFI, certaines formations des FFI avaient des noms de corps francs qui évoquent la guerre de 70. Et d'ailleurs, certains s'en réclamaient. Enfin, il y a quelque chose comme ça, une notion de défense du territoire par les citoyens eux-mêmes qui s'arment et qui s'organisent. Hein. Voilà. Et sur le plan administratif, et donc sur le plan des archives, c'est un peu identique avec des États qui ont été reconstitués a posteriori, immédiatement après la guerre, et qui constituent l'une des sous-séries de la série L au service historique de la Défense. Voilà, je ne sais pas je déborde là, je n'ai pas pris... Pardon ? Ah oui, oula. Alors, voilà les grandes catégories et voilà l'approche, la règle générale pour reconstituer un profil, pour trouver les éléments qui vont m'aider à situer un profil et à reconstituer son histoire, son parcours pendant cette guerre. Mais j'ai d'autres critères. J'ai d'autres critères qui me viennent là encore, qui peuvent me venir de l'état civil ou d'autres sources.
Ben, les grandes catégories, c'est les prisonniers, les blessés, les morts. Mais si, les prisonniers, c'est vrai que un papier de famille pourrait me mettre sur la piste, mais généralement, enfin, si, dans certaines familles, la mémoire est restée de l'ancêtre qui a été prisonnier à Mayence en 70. Ça a pu rester. La plupart du temps, il faut bien reconnaître que je suis mis sur la piste par la notice matriculaire que j'ai trouvée dans la liste du contingent, hein, le type de liste qu'on a vu tout à l'heure. Le blessé, c'est un cas de figure, c'est un profil qui me donne l'occasion de mobiliser un joker. Le joker, c'est le dossier de pension. Le dossier de pension, c'est un peu comme le dossier d'officier dont je vous parlais tout à l'heure. Le dossier de pension présente l'avantage d'être classé par ordre alphabétique du titulaire de la pension. Donc la recherche rêvée, la recherche simple. Je recherche un tel, eh bien j'ouvre un index et je regarde si je le trouve. Alors cet index, c'est un index une fois encore du service historique de la Défense, puisque les dossiers de pension sont conservés au service historique de la Défense. L'avantage, c'est qu'une pension concerne tous les soldats, de tous les rangs, hommes du rang, sous-officiers, officiers. C'est pour ça que je parle de joker. Si l'ancêtre a été blessé, et que cette blessure lui a valu l'attribution d'une pension, c'est le moyen de trouver le début du fil, voire même toute l'histoire, parce que le dossier de pension peut être relativement épais et reconstituer tout un parcours. Certains inventaires donc ça sera la série YF, cette fois-ci. Tout à l'heure, je parlais d'YE pour les officiers à Vincennes. Là, nous sommes toujours à Vincennes, mais dans YF, GRYF, avec un classement par date. Les index sont conçus par tranche chronologique. Bon, ça, vous le verrez, c'est très simple. La date de référence étant la date d'attribution de la pension, la date de concession de la pension. Donc, ça peut être quelques années, le temps que quelques mois après la guerre, le temps que les procédures aboutissent. Voilà. C'est un joker d'autant plus mobilisable que certains inventaires, alors je ne me souviens plus si c'est 4YF ou 5YF, certains inventaires sont déjà en ligne sur le site internet du service historique de la Défense. Alors le SHD nous fait la mauvaise surprise de temps en temps d'enlever un inventaire parce que le site a été manipulé. Voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et les nouvelles moutures du site et les améliorations ont parfois des conséquences néfastes sur les outils qui sont mis à notre disposition, nous, généalogistes. Néanmoins, ça vaut la peine d'abord d'aller donner un coup d'œil et de voir quels inventaires de la sous-série YF sont disponibles. Et puis ensuite, sachez que de toute façon, en salle des inventaires au château de Vincennes, vous aurez les inventaires et vous verrez bien si votre ancêtre a eu une pension. D'ailleurs, il y a des bases de données bien connues des généalogistes comme Philae qui pourraient vous mettre sur la piste de la pension puisqu'il y a une série de pensions qui ont été mises en ligne. Donc ça vous indiquerait que l'ancêtre a été effectivement titulaire d'une pension, tac, 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 et que ça vaut la peine d'aller à Vincennes. Voilà. Les morts, alors là, j'insiste pas, parce que les morts, eh bien, c'est tout le travail de mobilisation des cercles et des associations généalogiques de ces derniers mois, avec des actes de décès, des transcriptions de décès qui nous donnent des indications très précises, parce que pour le coup, nous trouvons les informations qui nous disent, voilà, un tel faisait partie de tel bataillon de la garde nationale, il a été tué, bon, et là, nous avons les éléments qui nous permettent de continuer la recherche, ou alors il était hussard dans tel régiment, etc. L'indication précise
est contenu dans l'acte de décès, voire même un jugement déclaratif de décès qui aura été dressé quelques mois ou quelques années après, comme ça a été le cas, par exemple, avec les morts de Loigny, à Loigny, qui s'appelle maintenant Loigny-la-Bataille, et avec des jugements qui ont été dressés de 3-4 ans après. Voilà les profils. Et puis, bien sûr, les anciens combattants. Les anciens combattants, là, c'est une autre façon d'aborder la recherche. Alors, je mets pêle-mêle, et c'est ce qu'évoque cette photo que vous voyez mal, mais toutes ces femmes et les hommes derrière qui ont des décorations sur la poitrine. Une médaille est aussi le moyen de commencer une recherche, de trouver des indices. Alors bien sûr, ça peut être la Légion d'honneur, et ça je ne m'étends pas là-dessus parce que vous allez aller sur Léonore et vous allez trouver un dossier numérisé, etc., qui va vous donner les grandes lignes du parcours. Mais la médaille militaire, dont vous allez trouver le décret d'attribution, par exemple sur Gallica, dans le journal officiel, et cette médaille militaire vous indiquera que le récipiendaire était soldat dans tel corps. Et de fil en aiguille, vous allez pouvoir reconstituer le parcours. Et puis surtout, la fameuse médaille commémorative. La médaille commémorative de la guerre de 1870-1871. Mais là encore, vous le savez, les anciens combattants de la guerre de 70 ont dû attendre 40 ans avant que les pouvoirs publics, avant que l'État crée enfin cette distinction. Et en 40 ans, beaucoup de nos ancêtres avaient eu le temps de disparaître. Donc en 1911, voilà, encore fallait-il être vivant en 1911 pour figurer sur une de ces listes que vous allez trouver aux archives départementales. Par exemple, là je suis dans l'Orne, Pont-l'Évêque. Hein, je ne me trompe pas. Oui. Enfin, j'étais dans l'Orne ce jour-là, le jour où j'ai pris cette photo, avec des listes d'anciens combattants qui sont conservés en sérière, en général, la plupart du temps. Peut-être qu'il faudrait regarder en série M, c'est un peu comme pour les listes des médaillés de Sainte-Hélène, puisqu'en fin de compte, ces listes étaient dressées, ce recensement des anciens combattants a été fait au niveau communal, remonté par la voie administrative classique jusqu'au préfet, et ensuite était répercuté au niveau national pour vérification dans les archives militaires des titres des anciens combattants. Hein. Et puis, redescente en cascade avec l'attribution de la médaille. Donc ça peut être parfois, faute d'information, vous localisez votre ancêtre en 1912, 1911-1912, vous savez qu'il habite là, mais vous manquez d'informations sur l'endroit où il se trouvait à l'âge de 20 ans et vous n'arrivez pas à mettre, par exemple, la main sur sa notice matriculaire. Bien. Les listes qui ont été dressées en 1911 et dans les mois qui ont suivi pour l'attribution de la médaille, ça peut être un biais auquel on ne pense pas forcément. Voilà. Et je crois que j'ai bouclé la boucle. De toute façon, vous vous reporterez à mon guide si vous avez encore guide dans lequel j'évoque d'autres pistes de recherche, je détaille d'autres pistes de recherche. Mais enfin, je crois qu'en faisant cette œuvre, on met en pratique la maxime de cette association de vétérans des armées de terre et de mer de la guerre de 70, association qui a milité dans toutes ces années d'après-guerre, justement pour la création de la médaille. C'est une association de vétérans qui a été très très active, et leur devise c'était « oublier, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation ». Voilà, donc, et d'ailleurs les monuments sont là, y compris à la Défense, pour nous montrer, pour nous faire penser à ce conflit que nous n'oublions pas. Mais que nous connaissons parfois assez mal. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.